Mesdames, Messieurs, bonjour. Le jury du dimanche a le plaisir de recevoir le ministre du Pétrole et des Énergies, Mouhamadou Makhtar Cissé. Bonjour. Bonjour Mamadou. Avocat, inspecteur général d'État, ancien enfant de troupe, inspecteur des douanes, Mouhamadou Makhtar Cissé a occupé les fonctions que voici: directeur général de la douane, ministre délégué au budget, ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, directeur général de Sénélec, avant de revenir dans le gouvernement au lendemain de la réélection du président Macky Sall pour un second mandat. Je tiens à féliciter Makhtar Cissé pour l'excellent travail qu'il accomplit en si peu de temps depuis qu'il a été nommé à la tête de ce département ministériel du pétrole et des énergies, mais aussi et surtout pour la bonne organisation de cette rencontre. Je sais qu'il apprend vite, trop vite même. Bientôt, il va égaler les techniciens et les ingénieurs. Il faudra continuer. Ces mots élogieux sont du chef de l'État à l'endroit de Mouhamadou Makhtar Cissé à l'occasion de la concertation nationale tenue en juillet 2019 à Diamniadio. Tout ce qu'il touche se transformerait-il en or? Le Sénégal qui s'apprête à extraire ses premiers barils de l'or noir ne s'en porterait que mieux. On ne parlerait alors plus de malédiction du pétrole, mais de bénédiction. Quel défi et quel challenge l'avenir nous édifiera. En tous les cas, un président de la République qui félicite son ministre en public, cela n'arrive pas tous les jours. Comment le monsieur énergie du pays perçoit cette appréciation? Mouhamadou Makhtar Cissé, quelle est votre réaction, la réaction naturelle d'un ministre que le chef de l'État félicite en public? Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation, remercier les membres de votre rédaction, vous féliciter pour cette belle initiative de bâtir une entreprise de communication qui est en train de se faire une place de choix dans le paysage sénégalais audiovisuel. Merci. Donc, c'est la première fois que je viens ici, donc je tenais à cela et remercier et saluer vos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent et nous écoutent au Sénégal et à travers le monde. Je sais que vous êtes depuis quelques jours sur le bouquet, en phase de test. J'espère, je vous souhaite plein succès dans cette entreprise. C'est ça le Sénégal qui gagne, des jeunes qui entreprennent, qui prennent des initiatives, qui prennent des risques, parce qu'il y a surtout un risque à entreprendre dans tous les pays et surtout dans nos pays, et dans un paysage qui n'est pas simple, dans un environnement qui est assez complexe. C'est une marque de courage, je voudrais vous féliciter pour cela. Merci beaucoup. Un président de la République qui félicite son ministre, moi, je perçois ça comme une médaille sur la poitrine d'un soldat. C'est juste pour l'encourager à retourner au combat. C'est une source de motivation ou un sentiment de peur de décevoir? Les deux, parce que moi je retiens la dernière partie de la phrase parce que je l'avais oublié, hein, je ne l'avais pas retenu, j'avais juste retenu qu'il avait une appréciation positive. Et c'est le dernier bout de la phrase, il faudra continuer. Je crois que c'est le message qu'il faut retenir. Bon, je considère que c'est une médaille attachée à ma poitrine, donc c'est un encouragement à aller au front, à redoubler d'efforts, mais cela ne doit pas cela peut inhiber aussi, c'est ça le danger. Oui. La peur de décevoir, voilà, mais elle ne doit pas habiter quelqu'un qui est en responsabilité et j'espère pouvoir m'en préserver grâce à la force de la conviction et de la sérénité qui doit habiter tout croyant. Alors, l'heure semble être à la décrispation politique depuis les retrouvailles entre le président Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Wade, suivi de la libération de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, par grâce présidentielle. En votre qualité de ministre de l'Énergie, quel est l'enjeu d'un climat politique apaisé, surtout dans la perspective du pétrole et du gaz? Nous ne pouvons que saluer cette double initiative, j'allais dire, du président de la République. Un week-end de grâce après un vendredi saint. C'est comme ça qu'on pourrait l'intituler. Donc je crois que ça a été une très belle chose qui a été attendue. Ça montre que le président de la République, le président Macky Sall est capable de dépassement, qu'il est à l'écoute de son peuple. Et quand bien même il y a des normes légales et réglementaires qui régissent toute la vie de la nation,
surtout dans l'aspect judiciaire, dans l'aspect de l'administration de la justice. C'est pour cela qu'il est prévu un droit de grâce dans la Constitution qui permet au président de la République justement d'être à l'écoute du peuple, d'être à l'écoute des pulsions de la société. C'est extrêmement important parce que les pulsions de la société, la demande sociale peut contredire une décision de justice ou aller à contre-courant. Tout cela est possible. Cela ne voudrait pas dire que la justice a été mal rendue. Cela voudrait tout simplement dire qu'il y a un temps de la justice, il y a un temps du pardon, il y a un temps des retrouvailles. Vous parlez de décrispation, je crois qu'on ne fait que revenir à la normale. Parce que l'âme de ce pays, je ne le dirai jamais assez, c'est le dialogue. C'est la convivialité. Nous sommes un pays de dialogue. Et les conflits les plus difficiles doivent être dépassés dans une parfaite intelligence autour du dialogue et de la recherche de consensus. La recherche de consensus, je crois, autour de l'essentiel. Si nous n'arrivons pas à bâtir un consensus fort autour de l'essentiel, il nous sera difficile de développer ce pays et de répondre aux attentes des Sénégalais. Et l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel aujourd'hui, c'est de faire reculer les frontières de la pauvreté. Tout autre discours est malvenu. La priorité des priorités dans ce pays, c'est de faire reculer les frontières de la pauvreté, de donner un nouvel élan à notre pays, à notre économie, et un consensus fort autour de cela nous permettra de profiter des ressources du pétrole et du gaz dont la nature nous a dotés. C'est en cela que le ministre du Pétrole et des Énergies que je suis, au-delà de ma participation au gouvernement, où je suis dans l'obligation, le devoir de saluer et de défendre les actions du président de la République, je vois là une belle fenêtre d'opportunité, parce que ça a été dit partout, dans tous les écrits de ce pays. C'est un pays de convivialité, c'est un pays de dialogue. L'histoire politique du Sénégal renferme des exemples à profusion autour de cela. Se retrouver, il n'y a pas très longtemps, je rencontrais un syndicaliste qui me faisait penser à Feu Madia Diop, la participation responsable. C'était un beau concept du temps du Parti socialiste et du président Abdou Diouf. Le président Abdoulaye Wade lui-même a eu avec le président Diouf, à expérimenter cette forme de gouvernance collégiale avec le gouvernement de majorité présidentielle élargie. Les Sénégalais, ils doivent se parler. Et ceux qui ont la responsabilité de faire la politique, de revendiquer des responsabilités publiques et politiques, donc qui gouvernent ce pays ou qui aspirent à le gouverner, doivent en permanence renvoyer un message positif de sérénité pour que jamais les jeunes de ce pays ne désespèrent. Parce que c'est ça le message le plus important pour moi. Notre population, elle est très jeune. Mamadou, nous sommes aujourd'hui, je crois, 15 700 000 Sénégalais. Les 13 millions de Sénégalais ont 35 ans et moins. 13 millions sur 15 et demi. Donc c'est un chiffre qui doit faire réfléchir. Et dans ce chiffre, vous avez à peu près 4 500 000 qui ont moins de 35 ans. Donc c'est dire qu'on a une population très jeune, qu'il faut préparer. Et pour préparer cette population jeune, lui donner un espoir, il faudrait qu'on soit dans une zone de stabilité, éviter le maximum possible les querelles inutiles, les zones de turbulence, parce que notre pays n'en survivrait pas. Alors, le Sénégal, pays producteur et exportateur de pétrole et de gaz à partir de 2022, une perspective qui suscite beaucoup de passion, justement, et plus particulièrement dans le champ politique. Quelles sont les garanties que vous pouvez donner en termes de souveraineté de notre pays sur ces ressources importantes? La base, c'est cela déjà, ce que nous venons de dire. Je crois qu'il faut un consensus fort. J'ai eu à dire déjà qu'il y a quelques mois que dès que vous touchez parler du pétrole et du gaz, il faut penser géopolitique. C'est normal, c'est une ressource économique mais éminemment politique. La gestion du gaz et du pétrole, elle est éminemment politique. Et quand vous regardez le monde, nous sommes l'un des derniers pays producteurs. En tout cas, l'un des derniers pays à avoir eu des découvertes. Mais partout où vous avez des réserves importantes, c'est des zones de stabilité. Le dernier exemple, les plus grandes réserves au monde aujourd'hui, c'est au Venezuela. Ce pays, depuis, peine à être dans la stabilité. Si vous pensez que c'est un hasard, c'est que nous sommes en train de passer à côté d'une bonne lecture de la réalité du monde.
Donc on n'a pas besoin de faire des schémas, d'entrer dans certains détails. On parle à des gens intelligents qui comprennent. Donc comme disent les Wolof, donc il nous faut nous ressaisir d'abord et bâtir un consensus fort. C'est pour ça que le président de la République n'a pas appelé à un dialogue politique, il a appelé à un dialogue national. Le premier avantage comparatif du Sénégal aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas les ressources pétrolières et gazières. C'est notre démocratie, c'est notre état de droit. C'est la paix sociale que nous avons, la coexistence pacifique que nous avons entre les religions et les ethnies depuis toujours. C'est ça notre premier avantage comparatif. Nous sommes un pays de paix, nous sommes un pays de convivialité, nous sommes un pays de dialogue. Maintenant, comme disait l'autre, nous sommes maintenant à la croisée des chemins parce que nous avons des ressources. Et est-on un pays souverain par rapport justement à ces ressources? Nous sommes un pays souverain et nous le serons davantage si nous travaillons à... Le destin, il ne se découvre pas, comme on dit. On ne le découvre pas. Il faut le bâtir. Prendre son destin en main, ça ne doit pas être un jeu de mots. Ça se construit. Ça se construit justement sur une base de consensus parce que nous sommes des États fragiles, nous sommes des petits pays. C'est comme ça qu'il faut le dire. Le sentiment de certains, c'est que le Sénégal n'a pas en main ce destin pétrolier et gazier. Je vous ai beaucoup suivi et vous êtes très agressif et vous ne me laissez pas le temps de ma démonstration. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui va arriver dans ce que je voulais expliquer, c'est que nous avons toutes les garanties pour assurer notre souveraineté. Nous sommes un État souverain, nous sommes un État indépendant, comme les autres. Sur la carte du monde, le Sénégal est un pays indépendant, personne ne peut en douter. Mais dans l'exercice de la souveraineté de nos États, dans l'exercice de cette indépendance, si nous ne faisons pas attention, forcément nous mettons nous-mêmes des limites, nous mettons nous-mêmes des obstacles qui peuvent profiter aux autres. Parce que le monde est un monde de compétition, d'adversité. Mais ça doit être extérieur. À l'intérieur, nous devons être un pays de paix, de dialogue, de consensus. Étant entendu que nous ne sommes pas dans un monde où on n'a que des amis, où on n'a que des philanthropes qui cherchent à bien faire pour nous. Donc, et les compagnies qui agissent dans le monde, sur l'économie du monde, qui contrôlent l'économie du monde, ne sont pas des enfants de cœur. Mais nous avons notre destin en main, en ce sens que nous sommes un pays neuf en matière de pétrole et de gaz. Donc il faut apprendre des erreurs des autres. C'est ce que j'étais en train d'essayer d'expliquer pour éviter que les troubles qui sont survenus ailleurs surviennent ici. C'est tout ce que je voudrais dire. Parce que dès que vous avez des ressources aussi importantes, il y a de la manipulation partout. J'estime que beaucoup de personnes qui interviennent sont parfois même de bonne foi. Mais on leur a donné les mauvais arguments. Peut-être même involontairement, on les a manipulés. Et ailleurs, en dehors de nos frontières. C'est extrêmement important. Et ce que je dis, je le sais. Il y a beaucoup... Ah oui, bien sûr. Le monde, c'est pas... C'est un champ de guerre, quelque part. Surtout, dès que vous avez du pétrole et du gaz, la perspective, le regard qu'on pose sur votre pays, il change. Et il y en a qui n'ont pas intérêt à ce qu'on soit dans un climat apaisé, qu'on soit un petit pays, le Sénégal, démocratie stabilisée, 2-3 alternances démocratiques, on vote le dimanche, le lundi, tout le monde va travailler avec du pétrole et du gaz, mais on va partir, on va décoller. Les manipulations viennent des États, et entraîner des compagnies peut-être même le pétrolières. reste de... Je ne peux pas dire, vous savez bien que je ne peux pas dire oui ou répondre à cette question. Oui. Mais moi, je prends la responsabilité de parler aux Sénégalais sur ce que je pense être mon devoir en tant que ministre du pétrole et des énergies. Et je le fais avec la bénédiction du président de la République, Macky Sall, qui m'a investi de cette confiance. Il faut dire aux gens la vérité, appeler à la sérénité, appeler à la responsabilité. Toutes les précautions, en tout cas au niveau déjà légal et réglementaire, ont été prises pour préserver les ressources. On peut citer l'inscription depuis 2016 du droit de propriété du peuple sénégalais sur ses ressources dans la Constitution. On a constitutionnalisé ce droit. Ça peut paraître banal parce que c'est juste dans un texte, mais la Constitution des pays n'est jamais banale. Et il y a très peu de pays qui l'ont fait. Vous allez aux États-Unis d'Amérique, il y a des États, la ressource, le pétrole découvert dans un État appartient à cet État. Dans d'autres, le pétrole ou les ressources qui sont découvertes, même dans une concession privée, appartiennent aux propriétaires de cette concession. Chez nous, la ressource, qu'elle soit découverte à Dagana ou à Gamadji, chez vous ou ailleurs, appartient à l'ensemble du peuple sénégalais. C'est dans la Constitution et c'est le président de la République qui a eu à le faire à l'occasion du référendum.
Mais bien avant, déjà en 2013, le Sénégal avait adhéré à l'ITIE, à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui est une initiative autonome, indépendante, une norme incontestable. Et nous sommes passés par le tamis pour obtenir à la fin du processus progrès satisfaisant, qui est la note la plus élevée en termes d'après la norme ITIE. Et donc, le président de la République a créé également un espace de concertation, d'impulsion et de dialogue à travers le COS Pétrogaz. Et récemment, vous avez entendu dire qu'il souhaitait qu'on puisse y adjoindre des membres de la société civile et de l'opposition politique. C'est dire qu'il y a une approche pour une gestion concertée de ces ressources, parce que la meilleure garantie de transparence et donc de souveraineté, c'est l'information des citoyens. Et rien ne se passe ici en dehors, sous la table ou en dehors de la connaissance ou du regard des citoyens, mais d'abord en dehors des institutions de la République. Nous sommes en état de droit, ce n'est pas inutile de le rappeler. C'est extrêmement difficile dans ce pays, voire impossible, de contracter, qu'on soit État ou privé, à un certain niveau hors norme. C'est impossible. Nous sommes dans un environnement très normé, avec une administration quand même qui fonctionne et qui très souvent ne va pas toujours dans le sens voulu par les politiques, ou en tout cas ceux qui seraient tentés de pouvoir introduire une dose de manipulation. Nous avons notre destin en main de ce point de vue. Nous avons construit toute l'armature juridique, institutionnelle, qui permet de piloter, de gérer ces ressources. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de sérénité, d'un consensus fort, avoir un pacte. Il faut qu'il y ait un pacte gagnant autour de la gestion de ces ressources, entre les politiques, notre secteur privé national qu'il faut préparer, et surtout mobiliser la jeunesse, qui est notre première force vive, pour qu'elle puisse participer au processus et en tirer les meilleurs profits. Le jury du dimanche d'E-Radio ITV avec le ministre du Pétrole et des Énergies, le président Macky Sall, homme de l'année africain dans le secteur du pétrole et du gaz. Vous vous apprêtez d'ailleurs à aller à Cape Town, en Afrique du Sud, pour participer au forum Africa Oil and Power. Et à cette occasion, ce prix sera décerné. Mais que répondez-vous à ceux qui ne sont pas convaincus que le chef de l'État sénégalais est un champion en matière de gouvernance dans le secteur du pétrole et du gaz? Moi, je suis sénégalais, même si je n'étais pas au gouvernement. Si le président de la République de mon pays reçoit une distinction venant de l'étranger, je ne pourrais que saluer ça. Je pense que c'est comme ça que cela commence. Et après, nos querelles intérieures, ce sont nos querelles intérieures. Le président n'a pas demandé le prix, naturellement. Il est attribué. Je vous rappelle que l'année dernière, ce prix a été attribué au secrétaire général de l'OPEP, personnalité hors de soupçon, parce que nous ne sommes même pas encore membres de l'OPEP, nous. Et donc, c'est dire que c'est une plateforme, AOP, c'est une plateforme africaine. Il faudrait que les Africains, si c'était un prix peut-être Nobel ou autre, on aurait dit c'est bon. Mais c'est parce qu'il est décerné par des Africains, on émet des doutes. Voilà, on n'a rien demandé, le président n'a rien demandé, le Sénégal n'a rien demandé. Nous nous sommes réveillés, on nous a envoyé un courrier pour dire sur la base de la sélection, de nos critères de sélection, nous, AOP, nous avons décerné le titre d'homme de l'année dans le secteur du pétrole et du gaz au président de la République, Macky Sall. Voilà. Et donc, vous l'avez dit, nous irons à Cape Town prendre ce prix au nom du président de la République, mais pour le peuple sénégalais, certainement à qui il sera décerné, parce que les ressources, la gestion de ces ressources, justement, c'est ce qui a permis, qui est le déclencheur pour ce prix. C'est ce qu'ils ont dit dans leur argumentaire, que le Sénégal a pris toutes les dispositions pour une gestion souveraine et transparente des ressources naturelles. Pourquoi le président serait-il un champion? Il serait un champion parce qu'il a pris toutes les dispositions pour garantir une gestion, comme j'ai dit, concertée et transparente des ressources nationales. Il serait un champion parce qu'un organisme hors de soupçon comme l'ITIE l'a dit. Il serait un champion parce qu'aucun indice, aucun élément qui permette de contredire que nous sommes sur la bonne lancée, que nous sommes sur la bonne voie en matière de gestion des ressources pétrolières et gazières. Et c'est un exemple donc pour les autres pays peut-être qui vont arriver, ou bien peut-être même pour les pays, parce qu'il y aura certainement d'autres découvertes dans la zone, hein, parce qu'une fois que le bassin sédimentaire commence à produire, souvent ça se dissémine et d'autres pays pourraient se retrouver également pétroliers ou gaziers autour de nous. Donc c'est pour tout cela qu'il est un champion. Il est un champion parce que c'est un homme de l'art, c'est son métier, vous le savez bien.
Le président est géologue de formation. On a la chance d'avoir un président géologue et d'avoir les découvertes sous le magistère d'un président géologue. Ça aide beaucoup, croyez-moi, parce que ce domaine, c'est un domaine d'expertise. Les découvertes, justement. Au jour d'aujourd'hui, Mouhamadou Makhtar Cissé, qu'est-ce qu'on peut dire aux Sénégalais par rapport aux quantités découvertes pour le pétrole et pour le gaz? Les quantités découvertes sont connues et publiées parce que les opérateurs ont l'obligation dans les 48 heures de publier leurs découvertes. C'est vous dire encore que tout est transparent. On a trois grands jugements aujourd'hui. Un au nord que nous partageons avec la Mauritanie. C'est le jugement de Tortue que vous connaissez. C'est le plus grand. En même temps, avec celui de Yakar Teranga, c'est à peu près les mêmes capacités. Les deux cumulés, c'est du gaz, font 910 milliards de mètres cubes. Donc de quoi produire, si on devait tout transformer en électricité, disons presque 5-6 fois la capacité actuelle du Sénégal en électricité. Autosuffisance en électricité. Total. À l'horizon 2025. Horizon 2025, l'objectif c'est l'accès universel justement, mais ça ce ne sera pas seulement un problème de production, ce sera également un problème de réseau, pour disséminer un peu le réseau électrique un peu partout. On pourrait y revenir. Oui. Et donc c'est ça. Et on a un jugement de pétrole avec du gaz associé à du pétrole. C'est le jugement de Sangomar qui nous permettra à partir de 2022 de sortir le premier baril de pétrole du Sénégal. Ce qui est exploitable sur la base des données scientifiques que nous avons, c'est 563 millions de barils. Cela ne fait pas de nous un émirat pétrolier, mais je crois que c'est assez de ressources pour impulser une nouvelle dynamique si justement nous arrivons à trouver la bonne entente autour de la gestion de ces ressources. La bonne entente, ce serait quoi? La bonne entente, ce serait qu'on dépassionne le débat sur le pétrole et le gaz, qu'on regarde comment l'articuler à son exploitation à notre économie pour garder sa diversification d'abord. Parce qu'on parle souvent de malédiction du pétrole et du gaz à tort, parce qu'on pense au conflit, à la guerre, non? On parle souvent de cette malédiction, c'est par rapport à l'exemple hollandais. La Hollande a eu beaucoup de ressources et après et a oublié, disons, le reste de son économie, a oublié de se diversifier. Et quand la ressource a tari, ça a été la récession. Le Sénégal doit être dans cette dynamique de transformation structurelle de son économie, telle que c'est prescrit et décrit dans le plan Sénégal émergent, qui est notre boussole. Et le gaz et le pétrole devraient pouvoir venir s'articuler à cela, dans cette transformation-là, par l'industrialisation, qui est une des initiatives, des grandes initiatives du président de la République pour son second mandat. Donc on devrait partir de ce processus d'industrialisation que nous devons lancer pour sortir du gaz et du pétrole toutes les possibilités de création de richesses et d'emplois en termes de pétrochimie, de plastique, d'industrie de caoutchouc, de médicaments, production d'engrais. Il y a une multitude de filières. Et le contenu local commence par ça. C'est ça le contenu local. C'est également, et surtout d'abord, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la transformation du gaz en électricité pour baisser les coûts de production, baisser le prix de vente aux ménages et surtout le prix de vente aux entreprises parce que l'électricité coûte encore cher au Sénégal et demeure une contrainte pour l'exploitation des entreprises. C'est comme ça que, c'est pour ça que je parle de bonne entente. Il faudrait qu'on ait un consensus fort autour de la politique économique que nous devrions mener par rapport à la gestion du pétrole et du gaz, comment l'articuler au PSE avec surtout la phase, l'axe 1 du PSE, la transformation structurelle de l'économie, amorcer le processus d'accélération de notre industrialisation. Nous sommes un pays sous-industrialisé. Et les emplois que nous voulons pour notre jeunesse, la valeur, la richesse que nous voulons créer pour notre économie ne peuvent passer que par l'industrialisation de notre pays. Et ça, je crois que c'est un axe fort de la politique du gouvernement. Et je crois que la chaîne de valeur à créer, c'est ça l'avenir du secteur, c'est ça l'avenir du Sénégal. Et le préalable demeure les ressources humaines. Je vous disais tout à l'heure que nous avons une population éminemment jeune. L'âge médian au Sénégal, c'est 19 ans. En clair, ça signifie que plus de la moitié de la population a 19 ans et moins. Ça veut dire que les besoins de formation sont énormes.
le gaz et le pétrole offrent une multitude de perspectives de métiers. Mais c'est des métiers pointus, des formations pointues. Un chauffeur dans le gaz et le pétrole, c'est pas un chauffeur c'est pas le même que le chauffeur du transport. Il a besoin d'un minimum de niveau. Il faudrait qu'on prépare les jeunes à cela. Un soudeur dans le gaz et le pétrole, c'est pas le même soudeur que dans un garage de mécanicien chez moi. C'est différent. Tous les métiers du gaz et du pétrole, c'est des métiers pointus parce que le risque il est énorme. Sur une plateforme de pétrole à 100 km dans la mer, un accident vous ruine une compagnie comme les multinationales qui opèrent chez nous. Donc, tout est cerné, tout est cadré. C'est une expertise pointue qu'il faut, une très grande rigueur. Et donc, même si à la base nos jeunes ont certaines formations, il faudrait qu'il y ait une sorte de caravane pour expliquer tous les métiers qu'il y a autour du gaz et du pétrole et préparer les jeunes à se former à ces différents métiers. Parce que c'est des milliers d'emplois, mais naturellement, si nous ne les formons pas, si nous ne les préparons pas à cela, ces emplois risquent de leur échapper et le contenu local se viderait de son sens. Très bien. On parlait tout à l'heure des gisements. Le contenu local est un thème extrêmement important. Nous allons y revenir. Mais sur les gisements, dernièrement, il a été fait état dans la presse de recherches infructueuses de Total. Est-ce que vous le confirmez? Total n'a pu rien trouver? C'est ça que je disais tout à l'heure. Le métier du pétrole et du gaz, moi-même, je ne suis pas du métier. J'apprends, même si le président dit que j'apprends vite, je n'arrive pas à tout cerner. Et tout le monde en parle, les gens confondent prospection et exploration. En littérature, peut-être c'est la même chose. Dans le pétrole, c'est différent. Mais il suffit de lire la loi. Toutes ces définitions sont du processus d'exploitation des ressources et le processus est décrit dans la loi. Dans la loi portant code pétrolier. Et donc, Total, on ne peut pas dire que c'est totalement infructueux. Ils n'ont pas trouvé de jugement exploitable, voilà, commercial. Un jugement qui a une dimension commerciale qui pourrait exploiter, oui. Mais les informations recueillies, c'est pour ça que je veux être prudent, parce que comme je disais au début, il faut toujours dire aux Sénégalais la vérité. Les informations recueillies peuvent nous permettre d'améliorer la connaissance de notre bassin sédimentaire et peut-être demain de faire de nouvelles découvertes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, encore une fois, c'est le Sénégal qui gagne dans cela. Parce qu'on a une meilleure connaissance de notre bassin à partir de cette action de Total que vous jugez infructueuse ou bien qui est jugée infructueuse, peut-être pas par vous. Mais également, ça nous ramène au débat qu'il y a eu autour de ce jugement, comme quoi l'industrie, ça demeure un métier à risque où des compagnies viennent, investissent énormément d'argent. Moi-même, j'ai été sur cette plateforme de Total quand je venais d'arriver au ministère pour visiter, pour comprendre comment cela se passait. Et c'est un investissement de 100 millions de dollars pour creuser un puits pendant 2 mois, 3 mois, sur 2 ans, et se rendre compte qu'il y a un jugement, mais qui n'a pas de valeur commerciale, qu'on ne peut pas exploiter. Total n'abandonne pas pour autant? Non, Total ne peut pas abandonner. Total va reprendre des recherches complémentaires pour essayer, et j'espère que cette fois, on aura la chance de trouver du pétrole. Il ne faut pas souhaiter que Total abandonne, il ne faut pas souhaiter que Total échoue. Il faut cultiver le culte du succès et de la réussite. Il faut qu'on aime la réussite de ceux qui interviennent dans notre pays, parce que quand ils réussissent, c'est bon pour nous aussi. Dans le domaine du gaz, Cosmos parle de nouveaux gisements. Est-ce que c'est des nouveaux jugements ou c'est des découvertes qui étaient déjà connues? Nous avons même eu à faire un communiqué, ce que je disais tout à l'heure. Donc, il faut que nous soyons sereins par rapport à la gestion de la ressource. On ne peut pas en parler parce que la désinformation des Sénégalais peut nous conduire à des situations inutilement violentes ou que personne ne souhaite. Il n'y a pas eu de nouvelles découvertes. Dans le processus justement d'exploitation, quand vous faites un forage qui est fructueux, qu'on peut exploiter, les données que vous recueillez, cela ne vous suffit pas pour aller exploiter tout de suite. Il faut les confirmer. Voilà. Ils ont fait un puits de confirmation pour justement confirmer que le premier puits à 9 km au nord était également dans les mêmes conditions et que donc cela veut dire que le potentiel
identifié au départ a été confirmé et que le jugement est exploitable. Donc il n'y a pas eu de nouvelles découvertes. Donc c'est un puits de confirmation. Le ministère a eu à faire un communiqué pour préciser tout cela. On s'est empressé de m'interpeller un peu partout dans la presse, d'interpeller le gouvernement. S'il y a une découverte, le gouvernement n'attendra pas d'être interpellé pour communiquer dessus. La ressource appartient au peuple. On a l'obligation d'informer les populations. On a l'obligation d'informer les citoyens sénégalais s'il y a de nouvelles découvertes. C'est la même chose sur une vente supposée des actions de Cosmos. On parle de Cosmos, 30% à Abu Dhabi. Voilà, j'ai lu aussi. Voilà. Oui. L'opposant Ousmane Sonko a annoncé ça. Qu'en est-il exactement? Dès que vous prononcez le nom, vous êtes dans ce que certains veulent instituer comme débat. Ce n'est pas un débat entre Mamadou et Maktar, non. C'est un débat sur nos ressources. Que ceux qui savent en parlent en connaissance de cause et en bonne foi. Essayez de donner, s'ils ont des informations, qu'ils les donnent. De notre côté, on doit donner l'information. Les autres, s'ils ont une information qui contredit ce que nous disons, peuvent mettre ça sur la table, qu'on discute et que les Sénégalais tranchent. C'est ça la démocratie. Mais on ne peut pas faire des supputations on ne peut pas s'informer dans la rue, c'est pas possible. Oui, sur ces actions de Cosmos. Il n'y a pas eu de vente. Il n'y a jamais eu de vente? Non, il n'y a pas de vente. Cosmos veut vendre, je vous le dis. Il n'y a rien à cacher. Et c'est son droit de vendre si elle veut vendre la compagnie Cosmos. Mais il n'y a pas encore eu de vente, il y a des négociations. Ils ne peuvent pas vendre sans l'autorisation du ministre du Pétrole et des Énergies que je suis de par la loi. Ils ne peuvent pas. Donc, en plus de ça, il y a aussi une question fiscale, non? Ce qu'il y a, c'est que c'est du droit des sociétés. Il y a un droit comme c'est une association où il y a Petrosen, BP et Cosmos, avant de vendre, il y a un droit de préemption de Petrosen, qui est notre compagnie nationale qui détient une part de la société de l'association. Et donc, si ce droit de préemption, Petrosen est fondé à le lever. S'il n'arrive pas à le lever parce que c'est des financements importants, parce que ce n'est pas l'option stratégique de l'État, maintenant, là, Cosmos peut s'adresser à un tiers. Dans une société, si aujourd'hui vous voulez vendre vos actions Mamadou, votre partenaire, je ne sais pas qui il a la priorité sur un tiers. Maintenant, s'il ne veut pas acheter, vous êtes libre de vendre à un tiers. C'est pareil. Et donc ici, le partenaire, c'est Petrosen, et de par la loi, on ne peut pas vendre sans d'abord proposer à Petrosen. On ne peut pas vendre s'il n'y a pas une décision du ministère qui autorise après la vente. Est-ce que cela s'est passé toujours ainsi? Vous n'étiez pas là depuis le début, mais est-ce que cela s'est passé toujours ainsi? Je donne l'exemple de Timis Corporation qui a eu aussi à faire des transactions, à céder ses parts à Cosmos, à BP et autres. Est-ce que... Exactement. Ça s'est passé exactement sur toute l'information disponible, documentée. Vous verrez les arrêtés du ministre. Tout s'est exactement passé suivant la procédure que je viens de vous décrire. Tout ce qui a été dit, c'est sur d'autres aspects, mais sur la légalité, qui s'amuserait à violer la loi par rapport à une vente d'actions sur les ressources de pétrole. On ne peut pas. Oui, mais est-ce que sur ces transactions, l'État peut revendiquer la part qui lui revient, la part fiscale, pour donner un exemple? Mamadou, là, une transaction, c'est un contrat, comme on dit, c'est la loi des parties. Et les dispositions qui y sont contenues peuvent permettre certains aménagements. Et sur ce que je sais de ces transactions, on ne peut pas avoir un contrat dans le secteur pétrolier si la transaction au préalable n'est pas soumise au ministère de l'économie et des finances pour apprécier les aspects fiscaux et douaniers. Et ce n'est qu'après avis des services fiscaux et douaniers que la transaction peut se conclure. C'est textuel, c'est dans le code pétrolier. Et donc si les services estiment qu'il n'y a pas matière à recouvrer, je ne vois pas pourquoi quelqu'un se substituerait à eux pour réclamer un recouvrement quelconque. Très bien. Alors, au-delà de la question fiscale, il y a tout simplement le partage des revenus que vont générer ces ressources pétrolières et gazières. Quelle est la part de l'État? Votre question me donne l'occasion de repréciser l'aspect fiscal, parce que ce que j'étais en train de dire, c'est sur les transactions, les ventes de parts entre compagnies privées. Oui. Mais sur l'exploitation, naturellement, l'État va prélever un impôt sur les sociétés. Donc il y a un impôt sur les sociétés qui est un droit commun, et donc les sociétés vont payer.
Le partage des revenus, ce que le Sénégal a signé, ce n'est pas un contrat avec des royalties à verser. Le contrat que nous avons signé, c'est un contrat de partage de recherche et de partage de production. La compagnie signe avec l'État du Sénégal. Dès que vous signez avec l'État du Sénégal, avec Petrosen, l'État vous donne l'autorisation d'exploiter. De droit, Petrosen acquiert 10% de ses parts. Quand vous montez en phase d'exploitation, en phase de recherche, Petrosen a 10%. Quand vous montez en phase d'exploitation et de production, Petrosen peut monter jusqu'à 20% de l'association. Et donc, dans le partage des revenus tel que c'est défini, à partir du produit, on va défalquer les coûts, c'est logique, les coûts qui ont permis d'avoir le produit, mais également on va, ce qu'ils appellent les cost oil, et après il y a un profit oil à partager. Si vous enlevez les coûts, il reste un profit. Comme dans une entreprise, vous avez un chiffre d'affaires, vous enlevez les charges, c'est pour avoir après un bénéfice à partager. Et donc, ce profit à partager, c'est en termes de pourcentage, de valeur relative. Donc, quand on énonce un pourcentage, on est dans la valeur relative. Désolé, quand on parle dans la radio, à la télé, on parle pour tout le monde. Donc, je suis désolé pour les gens plus intelligents que moi qui nous écoutent, mais je parle peut-être pour certains comme mon jeune frère Mamoudou qui comprend moins bien que les autres. Mais donc là, il y a des valeurs relatives et des valeurs absolues. Valeurs absolues, c'est des chiffres ronds. Dans ces contrats, il n'y a pas de chiffres ronds, c'est des valeurs relatives. En clair, on dit, s'il sort des puits 1000 barils ou 100 mètres cubes de gaz, voilà la part de BP, voilà la part de Petrosen, voilà la part de l'État du Sénégal. Voilà la part que vous devez payer en impôts. S'il sort de 2000, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est des pourcentages. Et ces pourcentages cumulés sur le jugement du Nord nous amènent à 58% de part pour le Sénégal sur le revenu et à 9% pour Petrosen. 58 plus 9, ça donne 67%. Donc c'est à peu près 2/3 des revenus qui vont revenir à l'État du Sénégal. Maintenant, le montant chiffré, on ne peut le connaître que quand on connaîtra le niveau de production qui sera atteint sur ces jugements. Ce qu'il faut surveiller, c'est ça qui est important, c'est les coûts. C'est comme on a parlé de fiscalité, les inspecteurs des impôts surveillent beaucoup les charges parce que les entreprises ont tendance à les gonfler pour payer moins d'impôts. C'est pareil, certainement, certaines compagnies seront tentées, j'espère que ce ne sera pas le cas de nos partenaires, de gonfler ces charges, de gonfler ces coûts pour que le profit puisse être moins important pour nous. Donc c'est à nous de nous organiser justement pour surveiller ces coûts pétroliers, pour surveiller les coûts opératoires. C'est pour ça que le président de la République d'ailleurs a demandé une réforme de Petrosen en profondeur qui sera filialisée pour avoir juste une filiale qui s'occupe de l'exploration, de la recherche et donc de tous ces aspects-là et qui pourra se concentrer sur ça, et une autre filiale de Petrosen qui va s'occuper de la commercialisation du gaz, etc., pour que les métiers soient distincts, parce que c'est des métiers distincts, et que chacun puisse se spécialiser dans un des métiers du gaz, l'un dans l'amont, l'autre dans l'aval, et qu'on puisse vraiment mieux gérer les intérêts du Sénégal. Cette réforme va entrer en vigueur quand ? C'est la volonté du président de la République. Donc, la semaine prochaine, il y a une autre réunion encore sur cette question et sur d'autres, comme sur la réforme de Sénélec. Il y a de grandes réformes en vue dans le secteur de l'énergie de façon générale. On ne peut pas être un pays producteur de pétrole et rester dans le même schéma institutionnel. Forcément, il y aura une évolution de tous les opérateurs, de Petrosen comme de Sénélec. Deux auditeurs vous interpellent, monsieur le ministre du Pétrole et des Énergies, Mohamedou Makhtar Cissé. Alors, durant la campagne électorale, on a entendu le président dire qu'on va renégocier les contrats pétroliers et gaziers. Alors, je voudrais poser une question à M. Makhtar Cissé. Est-ce que le président est toujours dans cette dynamique? Monsieur le ministre, nous sommes une population en majorité jeune, donc je me demande si vous travaillez avec le ministre de l'Éducation pour mettre en place des écoles de formation pour les métiers du gaz et du pétrole qui seraient accessibles à le BFM. Et je pense que ça peut réduire le taux de chômage ou le manque d'emploi. C'est la jeunesse qui est devenue aujourd'hui désœuvrée et sans horizon.
Alors, le premier auditeur rappelle des propos que le président Macky Sall, candidat à l'occasion de la présidentielle, aurait tenu sur une éventuelle renégociation des contrats. Est-ce que vous le confirmez? Il est envisagé de renégocier les contrats? J'ai suivi toutes les étapes de la campagne du président de la République. Je ne me souviens pas avoir entendu dire ça. Et je peux dire qu'il ne l'a pas dit. Par contre, j'ai entendu, peut-être qu'il s'est trompé de bonne foi, hein, l'auditeur. J'ai entendu d'autres candidats dire que voilà, que s'ils gagnent, ils vont renégocier les contrats. Bon, la question simple que je me pose, après vous avoir donné le schéma de répartition des revenus, où le Sénégal se retrouve avec 2/3 des revenus sur le jugement de GTA au nord avec la Mauritanie et 58% à peu près des revenus dans le jugement de Sangomar, au large du Sine et du Saloum, 58%. Donc on a à peu près 2/3 des revenus du pétrole et du gaz qui sera sorti de ces jugements. Si on veut renégocier, c'est pour peut-être prendre les 3/4 et laisser l'opérateur les mains vides. Donc vous ne jugez pas pertinent je ne vois pas pourquoi. Parce que pour renégocier un contrat, il faut qu'il y ait un fait nouveau qui survienne. Qu'on ait la preuve que le contrat a été mal négocié et que c'est un contrat qui ne profite pas aux Sénégalais. Il n'y a pas matière à renégocier aujourd'hui ces contrats? Aujourd'hui, il y a plus de risques à même l'envisager qu'à le faire. Le danger serait de vouloir entrer dans un cycle de renégociation de ces contrats. Et ces risques, ce serait quoi? Mais le risque, vous pensez que parce que vous avez envie de renégocier, vous avez le pouvoir de l'imposer? C'est des contrats internationaux qui sont verrouillés à plusieurs niveaux. Et comme j'ai dit, il n'y a pas intérêt à renégocier. Ça, c'est plus direct ce que je viens de vous dire. Quand on a 2/3 dans un contrat de revenus, si on renégocie, c'est peut-être pour prendre la totalité, ce ne serait plus un contrat, il serait unilatéral. Donc il faut avoir la perspective de l'avenir. Il y a des risques de contentieux? Oui, bien sûr, c'est évident. Si vous voulez casser un contrat, même si votre contrat de publicité, le publicitaire veut le casser, vous l'amenez au tribunal. Maintenant, on parle de contrats pétroliers sur des enjeux de dizaines de milliards de dollars. Vous imaginez, vous avez vu récemment dans la presse, vous l'avez lu qu'au Nigeria, des contrats qui étaient moins bien en avancé que le nôtre ont été cassés. L'État du Nigeria a été condamné à payer 9 milliards de dollars. Et nous, à la fin de l'exploitation du premier jugement que nous avons au nord, nous tablons sur 20-24 milliards de dollars de revenus pour le Sénégal. Donc ne prenons pas ce risque. Si de bonne foi les gens pensent qu'ils ont des éléments pour améliorer la négociation des contrats, parce qu'il y a une commission même de négociation, la négociation ne se fait pas entre une personne ou deux ou entre un ministre et les opérateurs, non, il y a une commission pour négocier. Et il y a une commission également de validation, soit dit en passant. Mais c'est sur un bloc, sur 2, 3 blocs seulement où il y a des découvertes au Sénégal. Nous en avons 19 autres sur lesquels il y a des chances de découverte. Je préfère qu'on focalise notre énergie sur cet avenir-là. Même si s'il y a eu des erreurs sur les premiers, que je ne revendique pas du tout, ce que je vous ai dit est très clair, j'estime qu'on a de bons contrats, ça a été négocié conformément à la loi, et que la clé de répartition ne désavantage pas le Sénégal, au contraire. Si vous additionnez les parts de Petrosen, les impôts que l'État va prélever et la part de l'État, on est à 2/3 sur les revenus, sur le profit. Maintenant, les nouveaux blocs, comment vous allez procéder? C'est sur les nouveaux blocs qu'il faut se focaliser, justement, pour améliorer, parce qu'on peut toujours améliorer un processus, et le processus sera meilleur déjà, parce que les premiers blocs où il y a des découvertes, c'était sous l'emprise de l'ancien code de 98, qui a été changé depuis. Nous avons un nouveau code pétrolier, et donc ce nouveau code encadre un peu mieux le processus de contractualisation. Et donc déjà, si vous lisez dans son article 12, dans le code pétrolier, il y a cette possibilité d'aller vers les appels d'offres. Et récemment, vous avez encore suivi ce débat, quand on a dit que nous allons vendre les licences. Voilà, Macky Sall est en train de donner le pétrole du Sénégal. Le gouvernement est en train de négocier en ce terrain. Non. Oui. Ce qui est prévu de faire, c'est un tour des capitales du pétrole, on peut l'appeler comme ça, Houston, peut-être Londres, et peut-être un pays du Moyen-Orient,
L'Afrique, naturellement, l'Afrique du Sud, nous commencerons par l'Afrique du Sud, Cape Town, qui reçoit beaucoup de conférences internationales sur le pétrole et le gaz. Et dès novembre, nous y serons. Petrosen y sera, avec l'équipe du ministère, pour présenter au monde du pétrole et du gaz le bassin sédimentaire sénégalais et son potentiel. Parce que nous sommes chez nous, c'est nous qui savons ce que nous avons, mais nous sommes un petit pays sur la carte du monde. Le monde du pétrole ne connaît pas encore très bien le Sénégal. Donc il faut aller vendre ce bassin sédimentaire, c'est ça qu'on a appelé vendre en termes marketing. Mais ce n'est pas des licences que nous allons vendre. Oui. Que des opérateurs puissent s'y intéresser, acheter les dossiers et venir maintenant compétir dans le cadre d'un appel d'offres qui sera lancé. Il y aura un appel d'offres international. Il y aura un appel d'offres international sur certains blocs pour pouvoir les placer et permettre... Sur certains blocs ou sur les 19 ? Non, on ne peut pas peut-être lancer... 19 en même temps, c'est difficile de les placer en même temps. Vous avez vu que depuis le début, on n'a pu avoir que 3 blocs. Ce n'est pas mécanique, ce n'est pas massif. Sauf s'il y a des découvertes qui s'enchaînent où l'intérêt est massif, vous pouvez placer une dizaine. Mais est-ce qu'au nom du contenu local, mais quand je dis contenu local, c'est sénégalais mais quelque part africain, est-ce qu'il est prévu une sorte de discrimination positive en faveur d'investisseurs potentiels sénégalais et ou africains? C'est prévu dans le code, mais il faut mieux l'organiser dans le contenu local. Déjà, au niveau des blocs de pétrole pour la recherche, l'appel d'offres est prévu, mais on peut organiser également une sorte d'entente directe. C'est là où moi je vois une fenêtre pour le secteur privé national pour qu'il puisse participer à cette aventure du pétrole et du gaz au niveau de la recherche. C'est plus facile pour le secteur privé national certainement de participer au niveau de l'aval, c'est-à-dire de la commercialisation, des services qu'il faut pour l'exploration du pétrole. Mais il ne faut pas exclure le secteur privé national de l'exploration du pétrole. Et justement, il y a un bout de phrase dans le code, parce que les lois se lisent, elles sont faites pour être lues et interprétées, qui devrait permettre... C'est pour ça qu'il faut un consensus, parce que sinon, à qui vous allez donner? Déjà, on a combien d'organisations patronales du secteur privé? Ça va être un débat. Il faut qu'il y ait un consensus, qu'il y ait un règlement, une sorte de code, j'allais dire, d'honneur entre nous, qu'on puisse bâtir un consensus fort pour pouvoir y arriver. Et je crois que il faut que nous nous entraînions. Au niveau de la formation des jeunes, il a souligné tout à l'heure. Il y a une question sur ça, il faut qu'ils s'entraînent à être compétitifs. Il faut qu'ils s'entraînent à être compétitifs. L'avenir, il est bon. Mais l'avenir, c'est la formation, c'est la connaissance. C'est le discours qu'on peut leur tenir. On peut pas leur... L'État doit mettre en place une organisation. L'État met en place une organisation. L'une des premières mesures dans la gestion du gaz et du pétrole, au-delà de l'aspect réglementaire et légal, c'est la création, à côté de chez vous, ici, de l'Institut national du pétrole et du gaz, qui vient de sortir ces 22 ingénieurs qui sont aujourd'hui en stage dans différents pays pétroliers. Donc, c'est également la décision prise par le président de la République d'organiser de façon rigoureuse quand même les formations dans le gaz et du pétrole en faisant de l'INPG le référent. Parce qu'on ne peut pas également, dans ce domaine aussi complexe, laisser les écoles éclore et les formations se démultiplier sans une certaine organisation. On ne peut pas prendre ce risque. Sa question est de savoir s'il y a un partenariat qui est prévu avec le ministère de l'Éducation. Plus avec le ministère de la formation professionnelle qui est en train de travailler sur cela, et avec le ministère de la recherche scientifique, donc le ministère de l'enseignement supérieur, qu'avec peut-être l'éducation nationale, parce que vous savez que l'éducation nationale a été scindée en deux, donc c'est plus avec la formation professionnelle que cela se fait. Pour la normalisation des écoles, pour la normalisation du curricula, qu'on puisse définir des modules de formation, qu'on puisse définir des types de formation, les modules, s'entendre sur tout cela, le codifier dans un texte, et permettre aux jeunes Sénégalais de vraiment d'aspirer à tous ces métiers sans lesquels ils ne pourront pas participer à cette grande aventure du pétrole et du gaz. Alors ça, ce serait un échec par contre. Alors, question de Badou Gaye, dans cette perspective 2022, année à laquelle sont attendus les premiers barils de pétrole et les premiers mètres cubes de gaz. Une question donc au ministre Cissé, du fait que les premiers barils
du brut sénégalais vont sortir à partir de 2022. Vu la qualité de notre brut et au regard des installations obsolètes de la SAR, Société africaine de raffinage, et sa capacité de production faible qui est de moins de 2 millions de tonnes par an, est-ce qu'il est prévu de construire une raffinerie New Generation? Construire une nouvelle raffinerie est prévu, mais dans une seconde étape. La première étape, c'est d'améliorer l'existant, de faire un upgrade pour que la SAR soit en mesure de raffiner, parce qu'une raffinerie, ça prendrait minimum 5-6 ans. Alors que 2022, c'est demain. Et c'est des investissements extrêmement lourds. La SAR, c'est un outil perfectible, donc il ne sert à rien de tout de suite aller vers une nouvelle raffinerie qui coûterait beaucoup plus cher. Mais toutes les précautions ont été prises au niveau de la SAR, les études techniques ont été faites pour relever le niveau, faire les investissements qu'il faut pour que le brut sénégalais puisse être transformé ici, raffiné au Sénégal. Donc dans les projections que nous avons, le tiers de la production de Sangomar pourra être raffiné au niveau de la SAR, qui va augmenter sa capacité de production. Voilà. Oui. Au préalable, il faut aussi régler la question de l'actionnariat. Il y aurait un problème dans l'actionnariat. Oui, aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui l'actionnariat de la Société africaine de raffinage? Elle est sur la table, c'est l'État avec 43%, Petrosen, c'est 34% Locafrique, et voilà, Shell, non pas Shell a cédé, Total, ITOC et Sara Energy détiendraient le reste, voilà. L'État est l'actionnaire majoritaire aujourd'hui. Bon, parce qu'on a cru comprendre au moment que Locafrique était devenu actionnaire majoritaire. Vous savez, ou en tout cas, on a l'ambition. C'est son droit. Oui, comme un autre peut avoir, même ITOC avec ses 7%, peut aspirer à devenir l'actionnaire majoritaire. Il suffit d'acheter les autres. C'est une société privée, la SAR. Ce n'est pas une entreprise publique. C'est parce qu'elle a un caractère stratégique important que dans le pacte d'actionnaires, l'État a pris le soin de verrouiller pour que la gestion ne puisse pas lui échapper totalement. Parce que vous pouvez avoir une société, avoir la minorité des actions et même avoir le lead. Tout dépend du pacte d'actionnaires. C'est le contrat qui est la loi des parties. Un pacte d'actionnaires, c'est un contrat. Beaucoup d'entreprises au monde, surtout les plus grandes, généralement, ceux qui ont le lead et qui dirigent n'ont jamais la majorité des actions. C'est valable surtout pour les grands groupes que vous connaissez du GAFA. Voilà, Bedos n'a pas la majorité d'Amazon. Il a à peine 16%. Et pourtant, c'est lui Amazon. Parce que c'est lui qui a le lead de par le pacte d'actionnaires qui le lie aux autres. Pour le gaz aussi, le gaz naturel, question toujours de Badougaï, en dehors de l'usine de liquéfaction que prévoit d'installer BP, pour le transporter, est-ce qu'il est prévu d'installer un réseau de pipeline en vue de transporter le gaz vers des zones de consommation? La première utilisation du gaz pour nous sera une utilisation pour faire de l'électricité, gaz to power. C'est la première utilisation. Je crois que parce que l'une des plus grandes contraintes qui pèsent sur notre économie, on ne le dira jamais assez, c'est l'accès à l'électricité et son coût. Et donc avec le gaz, on a l'opportunité tout de suite de baisser au moins de 25 à 30% les coûts de l'électricité au Sénégal. Donc cette perspective, on ne peut pas la rater parce que c'est cela qui va enclencher le processus j'allais dire de réindustrialisation, mais en tout cas d'accélération de l'industrialisation de notre pays. Ça, c'est extrêmement important. Et après, on va viser les entreprises également, les grandes entreprises du pays, comme des cimenteries, etc., qui pourraient être des utilisateurs, des bénéficiaires de ce gaz. Et il est prévu, naturellement, de faire un réseau de pipes pour desservir cela. Et l'utilisation domestique peut être un peu plus problématique, mais c'est envisagé. Il y a un master plan, Gaz to Power, qui permet d'envisager tous ces scénarios et donc d'évaluer les coûts, les risques. Et maintenant, il faudra opérationnaliser cela en fonction des objectifs prioritaires que le gouvernement fixera. Bon, pourquoi pas transformer notre parc automobile au gaz? Pourquoi pas? Oui, mais qu'est-ce qui explique alors l'arrivée de ce fameux bateau turc dans une perspective comme celle que vous venez de décliner? Vous voulez parler du bateau de la centrale électrique de Sénélec? Oui. Non, justement, ça c'est Sénélec. Dans le cadre de son plan de production pour satisfaire la demande, il y a des risques dans la planification. Il y a des risques naturels
Comme vous avez vu, il y a eu des tornades, il y a eu des vents, et donc des dégâts peuvent arriver. On perd des lignes, on perd des postes. Il y a des risques industriels aussi. Senelec a perdu une centrale, qui n'est pas sa centrale, mais qui est une centrale privée avec laquelle elle avait contracté pour lui vendre 100 MW, 113 MW d'électricité tous les soirs. C'est Sendou. Sendou a quelques soucis au niveau de son actionnariat, mais également au niveau technique probablement. Et donc, à partir du moment où Senelec a perdu Sendou, elle était dans l'obligation, pour satisfaire la demande, dans l'urgence, de trouver une solution. Et donc, je crois que j'ai vu le directeur général de Senelec passer la dernière fois sur un plateau de télévision, l'expliquer très bien. Et je crois que c'est en cohérence avec la politique gouvernementale, au contraire, parce qu'il faut saisir les opportunités. Ce bateau va passer au gaz. Ça permettra, un, de réduire les coûts tout de suite, deux, de commencer à apprendre déjà à travailler sur les centrales à gaz en attendant la conversion des centrales de Senelec au gaz. Parce que c'est la deuxième étape. On va convertir toutes les centrales de Senelec au gaz, importer peut-être du gaz liquéfié en attendant notre premier gaz. Et dès qu'on aura le gaz naturel, on pourra l'injecter directement dans les centrales. Le programme de conversion des centrales de Senelec a déjà un financement avec la Banque mondiale à hauteur de 80 millions de dollars. Donc c'est une perspective de réduction des coûts. Et je crois que c'est une belle opportunité qui a été saisie par Senelec pour répondre à la demande. Les Sénégalais n'acceptent plus les coupures d'électricité et ils ont raison. Absolument. Quelle situation financière avez-vous laissé à la Senelec, Mohamedou Makhtar Cissé? Il y a une confusion déjà dans les esprits. Tantôt on parle de dette, tantôt on parle de créances de plus de 200 milliards de francs CFA. Je vois que vous lisez beaucoup les sites là. Il y a un peu de tout dans ce pays. C'est extrêmement difficile. Voilà un pays qu'on veut construire, Mamadou, mais où on n'accepte pas que la réussite porte des noms. C'est comme si on disait e-radio est la première radio, mais on ne doit pas dire que c'est la radio de Mamadou Ibra Kane ou c'est sous son magistère que ça s'est fait. Moi, je ne revendique rien de particulier dans la gestion de Senelec. Elle est derrière moi. Je suis ministre de tutelle, donc je suis dans l'impulsion et le contrôle. Il y a un bon directeur général de Senelec aujourd'hui, ingénieur de formation, produit de Senelec. Il fait un bon travail. Il a beaucoup plus d'atouts que moi pour réussir la mission et aller au-delà de ce que j'avais posé comme acte. Une entreprise, elle est dynamique, elle est vivante et on n'est pas dans l'approximation ou l'informel, c'est les chiffres qui parlent. Ouais. Senelec est une entreprise d'État. C'est une société anonyme à participation majoritaire, donc c'est l'État qui détient plus de 90% du capital, le reste est détenu par CDC, qui est une entité publique. Donc Senelec appartient à l'État. Senelec est dans la comptabilité Cisco-Wada, aux normes. Senelec a un conseil d'administration. Senelec a des commissaires aux comptes et peut-être parmi les plus redoutables de la place de Dakar, KPMG et Mazar. Senelec a des comptes certifiés. Senelec est coté quelque part à la bourse parce que les obligations suite à l'emprunt obligataire sont placées à la bourse où elles s'échangent. Senelec a une notation financière des deux seules agences de l'État, des deux seules agences de notation de l'espace UEMOA. Senelec est-elle endetté ou c'est plutôt l'État qui lui doit de l'argent? Je ne suis pas DG de Senelec, je suis ministre de l'Énergie et je ne suis pas là pour répondre de cela à Mamadou. Je regrette. Moi, je refuse qu'on me mette dans les petites querelles, dettes, créances. C'est des chiffres. Senelec a des états financiers certifiés. Il faut être sérieux. Vous pensez que si vos états n'existe pas ou si votre dette n'est pas soutenable, viable, les banques vont vous prêter, le marché de l'UEMOA va s'ouvrir à vous, ou toutes les agences de notation. Quand le Sénégal est bien noté, c'est trafiqué. Quand on a un prix, c'est trafiqué. Quand un jugement est fait, c'est trafiqué. Donc on veut dire qu'on a un pays où il n'y a pas de vertu, et on veut cultiver l'excellence, on veut cultiver la réussite. Il ne faut pas avoir peur faut pas avoir peur de célébrer les choses qui marchent dans le pays. Je crois qu'on vient de loin. Il faut oublier Makhtar Cissé, ce n'est pas moi. C'est des centaines d'agents, des milliers d'agents. C'est le président de la République avec sa vision, c'est l'État avec ses moyens. La situation de Senelec, elle s'est améliorée. Senelec a des dettes, Senelec a plus de créances que de dettes. Donc Senelec est une entreprise viable. Et donc, je crois que ça, les comptes l'ont attesté plusieurs fois. Et donc, pour moi, il n'y a pas de débat. J'ai lu, comme vous, beaucoup de choses dans la presse.
Mais on met souvent, au lieu de mettre en avant l'objectivité des situations, est-ce que la situation de l'électricité s'est améliorée, dans quelles conditions, etc. On s'interroge toujours sur les personnes. Moi, je refuse ce débat de personnes. Ça intéresserait les Sénégalais de savoir s'il y aura encore une baisse du prix de l'électricité. Qu'en dit le ministre de l'Énergie? Oui, il y aura probablement une baisse du prix de l'électricité à l'horizon 2025. Une bonne baisse quand on aura converti toutes les centrales au gaz, atteint l'électrification universelle. Il faut penser aux Sénégalais qui n'ont pas l'électricité. Mais pas pour le moment. Non, pour le moment, ce n'est pas envisageable parce que il n'y aura pas d'augmentation. Nous fonctionnons encore au fût importé. Notre problème, c'est de lutter pour maintenir un certain niveau, mais probablement pas de baisser. C'est l'inverse qui serait plus envisageable. La fusion ou absorption de laser par Senelec, c'est toujours un projet d'actualité? Oui, bien sûr. Dans le cadre de la réforme du secteur de l'énergie, de l'électricité, surtout du sous-secteur de l'électricité, dans la feuille de route électricité, il est prévu que l'absorption de laser par Senelec. Laser, c'est une société, c'est une agence de projet, donc il n'y a aucun problème, ni pour les agents qui y travaillent, ni pour la viabilité des projets qui y sont. Donc nous y travaillons. Il y a une séparation qui va être faite, comme à l'image de celle qui a été décrite pour Petrosen. Senelec va être filialisé avec une filiale de production, une filiale transport de l'énergie, mais également une filiale distribution dans laquelle je verrai bien Azer, que Azer pourra intégrer sans aucun doute. Voilà. Quel est votre chronogramme? Le chronogramme, c'est celui que donnera la réalité, parce que c'est la réalité qui commande. Il ne faut pas brusquer les situations. Ouais. Nous y travaillons progressivement, parce que c'est pas séparer des sociétés monolithiques, intégrer comme Senelec, c'est pas facile. Mais l'horizon, c'est en phasage. D'ici 2030, normalement, on devrait pouvoir aboutir à la séparation de Senelec en 3 entités. Très bien. Dernière question, Mohamed. Mais sur le plan formel et réglementaire, ça va être fait plus tôt que ça. Mais certainement, la réalité du plein développement de cette séparation se fera à cet horizon. Une question politique, l'après Macky Sall, c'est un débat qui vous inspire? Quoi? Non, il ne m'inspire pas. Il ne peut pas m'inspirer. Il m'interpelle comme tout le monde parce qu'il y aura certainement un après Macky Sall. Mais comment ça peut inspirer? Oui. C'est une question que j'attendais d'ailleurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui. On veut en permanence ramener les Sénégalais à des débats de carrière, de personnes, alors qu'il faut avoir la perspective du pays, de son avenir, de ce qu'on va en faire. Mais après, avec qui on va le faire, qui va le faire? Il y a une part surtout de destin, ça c'est extrêmement important. Et puis, autre chose qui est importante, il faut refonder tout cela sur une base de valeurs. Moi, je refuse d'être un homme pressé. Je refuse, je ne suis pas dans ça. Il faut savoir qui on est, il faut essayer d'avoir cette sérénité, cette lucidité, avoir les pieds sur terre. Je sais qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de consultations nocturnes, mais il faut surtout écouter la voix intérieure de la conscience. En tout cas, moi, c'est ce que mes parents m'ont enseigné, particulièrement mon père, parce que je n'ai pas beaucoup vécu avec ma mère, malheureusement, paix à son âme. Oui. Et donc, c'est important d'écouter cette voix-là. Pour vous, la question de la succession du président Macky Sall ne se pose pas? Je ne dis pas qu'elle ne se pose pas, elle ne doit pas se poser. En tout cas, à notre sein, nous gouvernement. Elle ne doit pas se poser. Au sein de la majorité qui gouverne ce pays, cette question ne doit pas se poser. Si elle doit se poser, elle doit se poser en interne, et sur l'exclusive initiative du président de la République. C'est un débat qui est malsain, qui ne peut que nuire au pays, beaucoup plus au pays qu'aux acteurs qui sont souvent cités, parce qu'il y a beaucoup d'absents sur les listes qui circulent là. Est-ce que ce n'est pas les absents qui organisent ces listes-là? Donc on a tendance à vous mettre sur la liste? Je vois mon nom circuler tous les jours, je ne vais pas faire un déni là. Je vois mon nom circuler tous les jours alors que moi je suis un haut fonctionnaire, inspecteur général d'État. Le président de la République m'a investi de sa confiance. Il m'a trouvé directeur général des douanes. Il m'a confirmé, nommé par son prédécesseur, il m'a confirmé à ce poste. Vous avez entendu? Il m'a nommé ministre du budget, directeur de son cabinet, DG de Senelec et aujourd'hui ministre du pétrole et des énergies. Et vous pensez que moi j'ai le droit
où je dois avoir l'indélicatesse de penser à autre chose qu'à être loyal à cet homme, travailler avec lui, essayer de réussir les missions qui me sont confiées. Quand on a le privilège de faire autant dans ce secteur aussi sensible pour son pays, moi je suis là pour appeler à un sursaut, à bâtir un consensus fort autour du président de la République, à travers le dialogue national auquel il a convié l'ensemble des acteurs de la vie nationale. Je suis là à appeler les jeunes à se préparer. Je suis là à appeler le patronat sénégalais, le secteur privé, à sortir de la frilosité, à se préparer, à se densifier, à se bonifier pour pouvoir être un acteur majeur de l'émergence du Sénégal. Maintenant, la préscience qu'a Dieu sur nos actions n'empêche que les actions soient libres. Alors, on terminera par ça, je vous le promets. Quel est le modèle du Sénégal aujourd'hui en matière de pétrole et de gaz? Le modèle du Sénégal aujourd'hui, il est à bâtir, c'est le modèle, faut bâtir le modèle sénégalais justement. Il faut bâtir le modèle sénégalais sur la base de ce qui fait la force de ce pays. Un consensus fort autour de la gestion, un pacte gagnant autour de la gestion des ressources. Le pétrole et le gaz, ça ne doit pas être une flamme qui brûle ce pays. Parce que souvent on voit mais ça doit être une flamme qui illumine et qui éclaire l'avenir de ce pays. Ça, c'est extrêmement important. Pour moi, c'est ça le modèle sénégalais. Et ce modèle sénégalais se fera avec l'âme du peuple sénégalais, qui est une âme de dialogue, qui est une âme de paix. Ça, c'est la base. Et après, dans le respect de l'état de droit, le renforcement de toute l'armature juridique et institutionnelle qui permet une gestion sécurisée, souveraine et transparente de ces ressources. C'est ça le modèle sénégalais. Et c'est ce modèle-là qui permettra de faire du gaz et du pétrole une opportunité pour la jeunesse du Sénégal à partir de l'industrialisation massive du pays, à partir de la mise en exergue et la mise en synergie de toutes les forces vives encore de ce pays. Rendez-vous en 2022? Rendez-vous en 2022 pour le premier baril, je l'espère bien, et que Dieu veille sur le Sénégal et les Sénégalais. Amen, merci. Voilà. Mohamedou Makhtar Cissé, ministre du Pétrole et des Énergies, était l'invité du jury du dimanche d'I-Radio ITV. Mahmoud Ibraka à la présentation. À la technique, Aliou Diassé, Babacar Ndiaye pour l'équipe d'ITV. Réseaux sociaux, Binta Alexandra Ndiaye et Biram Pouy. Merci, bon dimanche. Rendez-vous dimanche prochain.